Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau. On se retrouve sur une nouvelle vidéo de programmation en langage Java. Le thème est un élément important des bases de Java, les structures de contrôle. Les structures de contrôle permettent de modifier l'ordre d'exécution des instructions dans ton code. Il y a deux types de structures qui sont disponibles. Les structures de décision, elles vont permettre d'aiguiller l'exécution du code en fonction des valeurs que pourra prendre une expression de test. Tu retrouveras les structures de type if ou switch. Ensuite, le deuxième type, ce sont les structures de boucle. Elles feront exécuter une portion de code un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'une condition soit remplie ou tant qu'une condition est remplie. On retrouvera les structures de type while, do, while et for. Commençons par la structure if. 4 syntaxes sont utilisables pour l'instruction if. If, condition. Si la condition est vraie, alors l'instruction est exécutée. La condition doit être une expression qui, une fois évaluée, doit fournir un booléen true ou false. Avec cette syntaxe, seule l'instruction située après le if sera exécutée si la condition est vraie. Dans IntelliJ IDEA, tu vas créer un nouveau projet en cliquant sur New Project. Tu peux l'appeler structure de contrôle-java. Vérifie bien que le langage sélectionné est bien Java et que tu as bien la dernière version du JDK. Dans mon cas, c'est la version 23. Et ensuite, tu peux cliquer sur Create. Pour illustrer cette première syntaxe de la structure if, tu vas faire un exemple très simple. Tu vas définir une variable de type integer que tu vas appeler vitesse et tu vas l'initialiser à 200. Ensuite, tu vas utiliser l'instruction if et effectuer un contrôle sur la vitesse afin de savoir si elle est supérieure à 130. Et si cette vitesse est supérieure à 130, si cette condition est vraie, alors tu vas afficher un message dans ta console en utilisant la méthode println. Tu peux écrire par exemple vitesse excessive. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et tu as bien le résultat recherché. Le test fonctionne. Ta vitesse était initialisée à 200, 200 étant supérieur à 130, donc le message est affiché dans ta console. Pour exécuter plusieurs instructions en fonction d'une condition, il faut utiliser la syntaxe suivante. If, condition, instruction 1, instruction 2, instruction 3, instruction n. Dans ce cas, le groupe d'instructions situé entre accolades sera exécuté si la condition est vraie. Reprends ton code et rajoute un autre message, une autre instruction. Par exemple, tu peux indiquer à l'automobiliste de réduire sa vitesse. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println une nouvelle fois et tu peux écrire un message, par exemple, réduisez votre vitesse. Exécute ton code et c'est bien le résultat attendu. La condition est vraie, donc les deux instructions sont affichées dans la console. Tu peux également spécifier une ou plusieurs instructions qui, elles, seront exécutées si la condition est fausse. La syntaxe sera de la forme if, condition, ton premier bloc d'instructions, else, puis le bloc d'instructions qui sera exécuté si la condition est fausse. À la suite de ton premier bloc d'instructions, tu vas rajouter l'instruction else qui va te permettre d'exécuter un autre bloc d'instructions dans le cas où la condition est fausse. Ici, tu peux par exemple afficher un message dans la console pour dire que si la vitesse est inférieure à 130, ça veut dire que la vitesse est normale. Donc dans ce cas-là, on va afficher un message dans la console, par exemple, vitesse normale. Pour l'instant, la vitesse est initialisée à 200, donc le bloc qui est après l'instruction else ne sera pas exécuté. Donc, il faut modifier la vitesse initiale. Par exemple, changer la vitesse, tu peux initialiser cette vitesse à 129 km. Et donc dans ce cas, si tu exécutes ton code, c'est bien le bloc qui est situé après l'instruction else qui est exécuté et tu as bien le message vitesse normale. Dernière syntaxe possible pour la structure if. Cette structure va te permettre d'imbriquer les conditions avec la syntaxe suivante. If, condition 1, premier bloc d'instruction. Si la condition est vraie, le programme s'arrête à ce bloc d'instruction. Sinon, c'est la deuxième condition qui va être évaluée. Si cette condition est vraie, alors le bloc d'instruction situé juste après sera exécuté. Si aucune condition n'est vérifié, le bloc de code spécifié après le else est exécuté. Par contre, il faut noter que l'instruction else n'est pas obligatoire dans cette structure. Dans cet exemple, tu vas imaginer plusieurs cas où selon la vitesse, la voiture va changer de mode de conduite. Commence par initialiser la vitesse à 90 km/h. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler vitesse et tu vas lui affecter la valeur 90. Ensuite, tu vas utiliser la structure imbriquée pour tester la vitesse et vérifier son mode de conduite. Première condition, premier test, si la vitesse est inférieure à 50 km/h. Si cette vitesse est inférieure à 50 km/h, cela veut dire que c'est le mode écho qui est activé. Et dans ce cas-là, tu vas afficher un message dans ta console. Par exemple, mode écho activé. Si la condition est fausse, on va vérifier une autre condition en utilisant l'instruction else if et on va vérifier si la vitesse est inférieure à 150 km/h. Si la condition est vraie, alors on va afficher le mode de conduite. Par exemple, on peut afficher mode confort activé.
Si les deux conditions ne sont pas remplies, alors le programme va exécuter le bloc qui sera situé après l'instruction else, et donc ça voudrait dire que le mode sport est activé. Et dans ce cas-là, on va afficher un message dans la console, mode sport activé. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Pour cela, tu peux utiliser le raccourci Maj F10 ou tu peux aller également dans ton menu Run. Et c'est bien le résultat attendu. La vitesse est initialisée à 90, donc c'est supérieur à 50 km/h, mais c'est inférieur à 150 km/h, donc c'est bien le mode confort qui est activé. La structure switch permet un fonctionnement équivalent, mais offre une meilleure lisibilité du code. La syntaxe de base est la suivante: switch expression, entre parenthèses, on ouvre une accolade, case valeur 1, instruction n, break, case valeur 2, instruction 1, instruction n, break, default, instruction 1, instruction n, fermez l'accolade. La valeur de l'expression est évaluée au début de la structure par le switch, puis la valeur obtenue est comparée avec la valeur spécifiée dans le premier case. Si aucune valeur concordante n'est trouvée dans les différents cases, alors le bloc de code spécifié dans le default est exécuté. Chacun des blocs de code doit se terminer par l'instruction break. Dans cet exemple, tu vas imaginer que tu dois configurer les différents modes de conduite d'une Porsche. Premièrement, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler mode et tu vas lui affecter la valeur 2. Ensuite, tu vas utiliser le switch afin de choisir le mode de conduite de ta Porsche. La condition, c'est le mode. Dans ton cas, il est initialisé à 2. Ensuite, tu vas définir les différents cases. Chaque case va représenter une valeur possible et l'on va sortir du switch lorsque le bon cas sera trouvé et que le programme aura rencontré un break. Si le mode correspond au case 1, alors on va afficher dans la console le mode confort. Si le mode correspond au case 2, alors on affiche le mode sport. Si le mode correspond au case 3, alors on affiche le mode race. Et si aucun cas ne correspond, alors on va afficher le mode echo. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser le raccourci Maj F10 et c'est bien le résultat attendu. Le mode était initialisé à 2, ce qui correspond au case 2, et donc c'est bien le mode sport qui est affiché dans ta console. Passons maintenant aux boucles, en commençant par la structure while. Cette structure exécute un bloc de façon répétitive tant que la condition est true. While condition et ensuite une ou plusieurs instructions. La condition est évaluée avant le premier passage dans la boucle. Si elle est false à cet instant, alors le bloc de code n'est pas exécuté. Après chaque exécution du bloc de code, la condition est à nouveau évaluée pour vérifier si une nouvelle exécution du bloc de code est nécessaire. Il est recommandé que l'exécution du bloc de code contienne une ou plusieurs instructions susceptibles de faire évoluer la condition. Imagine que tu roules dans une Porsche 911 jusqu'à ce que le niveau d'essence arrive dans la réserve. Tu vas commencer par faire le plein en initialisant ton niveau d'essence à 100%. Pour cela, tu vas initialiser une variable de type integer que tu vas appeler essence avec la valeur 100. Ensuite, tu vas utiliser la boucle while pour contrôler ton niveau d'essence et tant que ce niveau d'essence est supérieur à 20, alors le niveau d'essence va être affiché et diminué de 10. Donc tant que la condition est vraie, la boucle continue. Si la condition est fausse, alors on va afficher un message dans la console, par exemple niveau essence faible. Tu peux maintenant exécuter ton programme pour afficher le résultat dans la console et c'est bien le résultat attendu. Le programme a affiché le niveau d'essence tant que la condition était vraie et a ensuite affiché niveau essence faible lorsque la condition était false. Passons maintenant à la boucle do while. Cette structure a un fonctionnement identique à la précédente, sauf que la condition est examinée après l'exécution du bloc de code. Elle nous permet de garantir que le bloc de code sera exécuté au moins une fois, puisque la condition sera testée pour la première fois après la première exécution du bloc de code. Voici sa structure: do, ensuite une ou plusieurs instructions, while, condition. Si la condition est vraie, alors le bloc de code est exécuté une nouvelle fois jusqu'à ce que la condition soit false. Tu dois faire attention à ne pas oublier le point virgule après le while, sinon le compilateur détecte une erreur de syntaxe. Dans cet exemple, tu vas imaginer que tu utilises un outil te permettant de vérifier le niveau de batterie de ta Porsche 911. Pour cela, tu vas initialiser le niveau de batterie à 10 en utilisant une variable de type integer que tu vas appeler batterie. Ensuite, tu vas utiliser ta boucle do while. Tu vas donc commencer par la partie qui va être exécutée au moins une fois, c'est-à-dire afficher le message tentative de démarrage batterie avec le niveau de la batterie en pourcent et la diminution du niveau de la batterie de moins 5%. Ensuite, le programme va rentrer dans la boucle while et vérifier si le niveau de la batterie est supérieur à 20. Si la condition est vraie, alors la boucle continue. Par contre, si la condition est fausse, alors le programme affiche un message dans la console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println
println et en paramètre de ta méthode println, tu vas écrire un message, par exemple, niveau de batterie insuffisant pour démarrer. Tu peux maintenant exécuter ton code pour afficher le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. La condition dans le while est fausse car le niveau de batterie initial était à 10, donc le programme affiche le message niveau de batterie insuffisant pour démarrer. Je te propose un exercice rapide. Essaye de modifier le niveau de batterie initial afin que la boucle puisse continuer au moins une fois ou deux fois. Passons maintenant à la boucle for et sa structure. Lorsque tu connais le nombre d'itérations à réaliser dans une boucle, il est préférable d'utiliser la structure for. Pour pouvoir utiliser cette instruction, une variable de compteur doit être déclarée. Cette variable peut être déclarée dans la structure for ou à l'extérieur. Elle doit, dans ce cas, être déclarée avant la structure for. Voici donc la structure for. Donc c'est vraiment la syntaxe générale. On a donc le mot-clé for, puis l'initialisation, point virgule, la condition, point virgule, l'instruction d'itération. Ensuite, une ou plusieurs instructions. La partie initialisation est exécutée une seule fois lors de l'entrée dans la boucle. La partie condition est évaluée lors de l'entrée dans la boucle, puis à chaque itération. Après l'exécution du bloc de code, l'instruction d'itération est à son tour exécutée. Puis la condition est à nouveau testée et ainsi de suite tant que la condition est évaluée comme true. Dans cet exemple, tu vas utiliser la boucle for afin de répéter une action un nombre précis de fois. Par exemple, allumer les phares 5 fois pour les tester. Pour cela, tu vas utiliser la boucle for et entre parenthèses, tu vas commencer par initialiser le compteur i à 1. La condition pour répéter la boucle, c'est que le compteur doit être inférieur ou égal à 5. Et ensuite, le dernier élément, c'est l'incrémentation. Ici, le compteur est incrémenté à 1 à chaque boucle. Que fait-on à chaque boucle? Eh bien, tu peux par exemple afficher un message test phare numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et entre parenthèses de ta méthode println, entre guillemets double, tu peux écrire un message test phare numéro et concaténer la chaîne de caractères avec ton compteur i. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien ton message qui apparaît 5 fois avec la valeur de ton compteur à chaque boucle. Dans cette partie de la vidéo, nous allons voir ensemble les interruptions. 3 instructions peuvent modifier le fonctionnement normal des structures de boucle. La première instruction, c'est l'instruction break. Si cette instruction est placée à l'intérieur du bloc de code d'une structure de boucle, elle provoque la sortie immédiate de ce bloc de code. L'exécution se poursuit par l'instruction placée après le bloc de code. Donc tu as pu voir cette instruction dans la structure switch. Ensuite, deuxième instruction, l'instruction continue. Cette instruction permet d'interrompre l'exécution de l'itération courante d'une boucle et de continuer l'exécution à l'itération suivante après vérification de la condition de sortie de boucle. Reprenons l'exemple précédent avec la boucle for. Cette fois-ci, tu vas ajouter une autre condition en utilisant un if et tester une condition. Par exemple, if i égale 3. Attention, ici on utilise 2 égales, ce qui symbolise l'égalité. Donc si if est égal à 3, on va utiliser l'instruction continue afin que le programme saute le test 3. Et dans tous les autres cas, on va afficher un message dans la console, par exemple test numéro, et on va concaténer la chaîne de caractères avec la valeur du compteur. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Pour cela, tu peux utiliser le raccourci maj F10 et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien un message qui apparaît à chaque itération avec la valeur de ton compteur et on voit bien que le test numéro 3 a été ignoré par le programme et donc on passe directement du test numéro 2 au test numéro 4. L'instruction return est utilisée pour sortir immédiatement de la méthode en cours d'exécution et poursuivre l'exécution par l'instruction suivant celle qui a appelé cette méthode. Si elle est placée dans une structure de boucle, elle provoque bien sûr la sortie immédiate de la boucle puis de la méthode dans laquelle se trouve la boucle. L'utilisation de cette instruction dans une fonction dont le type de retour est autre que void, c'est-à-dire qu'elle ne retourne rien, cette méthode, cette fonction, oblige à fournir à l'instruction return une valeur compatible avec le type de retour de la fonction. Dans cet exemple, tu vas écrire un programme qui va vérifier le niveau d'huile de ta Porsche. Tu vas commencer par définir une méthode que tu vas appeler vérifier niveau huile. Cette méthode va prendre en paramètre le niveau de l'huile. Pour vérifier le niveau de l'huile, on va utiliser la structure de contrôle if et tester si ce niveau est inférieur à 30. Si le niveau d'huile est inférieur à 30, alors le programme va afficher un message. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et afficher le message, par exemple, niveau d'huile insuffisant, arrêt immédiat. Et pour quitter la méthode, on va utiliser le mot-clé return. Par contre, si le niveau est supérieur à 30, dans ce cas-là, on va afficher niveau d'huile OK. Maintenant, tu vas utiliser la méthode vérifier niveau huile afin de tester ton programme.
Pour cela, juste après ta méthode main, tu vas taper V et comme tu peux le voir, IntelliJ IDEA te propose ta méthode vérifier niveau huile. Clique sur entrée, la vague rouge en dessous des parenthèses signifie que cette méthode attend un paramètre. Dans notre cas, elle attend un paramètre de type integer qui est le niveau d'huile. Tu peux écrire 20 par exemple. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as le message niveau d'huile insuffisant, arrêt immédiat car ton niveau d'huile est inférieur à 30. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Tu peux soutenir la chaîne en cliquant sur rejoindre et bénéficier d'avantages spécifiques aux membres. Prochaine vidéo, ce sera un projet Java complet avec une base de données. Je te dis à bientôt et d'ici là, prends soin de toi.